18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa directe avec trois thématiques qui seront certainement abordées certainement au cours de cette tranche. Affaire congolité qui fait peur en 2023. Noël Tchani, l'initiateur de cette proposition qui continue encore à faire jaser. Aujourd'hui, nous allons le recevoir. Il va essayer d'expliquer pourquoi il a motivé, pourquoi il a proposé cette loi sur la congolité. Gouvernement Lukonde, qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui bloque? Avec Jules Bakatou, analyste politique là-bas, et les dessous des cartes de l'inspection générale des finances. Ça, c'est avec Mardoché Ntsele. Lui, il est jeune leader du Lualaba. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, nous avons de l'autre côté Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Félix Tshisekedi devient le premier chef de l'État congolais de l'histoire à se rendre au Qatar. Depuis ce week-end, le président de la République est à la tête d'une forte délégation congolaise à Doha. Il s'agit d'un déplacement qui s'inscrit surtout dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'aviation. À l'occasion de son adresse à l'Assemblée nationale devant les députés nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosson Kodia, a interpellé les élus qui entretiennent les groupes armés de se désolidariser pour la restauration de la paix dans l'est du pays. Il a profité de la plénière d'aujourd'hui pour rappeler aussi aux députés nationaux sa ferme volonté de mettre en œuvre la diplomatie parlementaire pour stabiliser cette partie. Dans les soucis de mettre fin aux activités de groupes rebelles dans la province du Sud Kivu, le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, organise le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux des Fizi, Uvira et Mwenga. Ce dialogue constitue une étape importante de prévention des conflits et des consolidations de la paix dans cette province. En sport, pour terminer, contrairement à ce qui a été annoncé, les matchs des Léopards face à la sélection gambienne retransmis à la radio-télévision nationale congolaise, l'Union africaine de radiodiffusion avait justifié sa décision par l'impaillement de droits de diffusion par la RTNC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kidolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Jenny, Bédrine Kenge, pour cette livraison de Minute Info. Et tout à l'heure, nous allons recevoir notre tout premier invité. C'est Noël Tchani qui est venu parler de cette proposition qui veut soumettre à l'Assemblée nationale pour verrouiller la fonction présidentielle, c'est-à-dire seul Congolais, c'est-à-dire être de père et de mère congolais pour accéder à cette fonction. Est-ce que c'est opportun pendant ce temps? Est-ce que Noël Tchani est en train de redouter quelque chose en 2023? Nous allons en parler, c'est tout de suite. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus.
préparez-vous. Bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Affaire congolité fait jaser encore. Monsieur Noël Tchani, bienvenue. Merci de me recevoir. Vous avez jeté le pavé dans la mare et jusque-là, on ne sait pas comment se situer. Avec ça, vous n'avez pas tenu compte de certaines réalités congolaises pour qu'aujourd'hui, vous puissiez proposer à l'Assemblée nationale, pour accéder à la fonction présidentielle, il faut être né de père et de mère congolais. J'ai tenu compte des réalités congolaises. Oui. Et c'est pour cela que j'ai voulu anticiper les difficultés futures en proposant aujourd'hui ce que les gens appellent communément la congolité. Mais en réalité, en quoi consiste ma proposition? J'ai fait la proposition que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Cette proposition, bien sûr, ça soulève un débat passionné sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mes compatriotes soutiennent l'idée. Quelques compatriotes s'y opposent en avançant les éléments suivants. Ils disent que la loi proposée serait discriminatoire, au motif qu'elle exclurait certains Congolais, notamment certains candidats aux élections présidentielles de décembre de 2023. Certains compatriotes considèrent qu'il y a des sujets beaucoup plus importants aujourd'hui sur lesquels nous devons nous attarder, notamment la misère de la population. Pour commencer, je voudrais de prime abord renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est cette vision globale du développement du pays. Pour développer le pays, créer des infrastructures essentielles, créer des emplois et améliorer le social de tous les Congolais. C'est un plan global qui cherche à résoudre tous les défis que nous avons. Je tiens à souligner aussi que ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la République est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays. Je dois préciser que cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changera donc rien à la nationalité de ceux qui sont des Congolais aujourd'hui, que j'accepte tous comme étant mes compatriotes. L'article 10 de la Constitution est clair au sujet de la nationalité congolaise. Qu'est-ce que cet article dit? Il stipule ce qui suit, que la nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique organise les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et aussi de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les modifications ou les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise, que personne ne doit perdre. C'est-à-dire, quand vous êtes né congolais, vous restez congolais, vous allez acquérir une nationalité étrangère, c'est votre affaire. Mais quand vous venez sur le territoire congolais, nous vous reconnaissons comme congolais. Vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis d'Amérique. J'arrive. Oui. Mais il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères que doivent remplir ceux qui sont des candidats au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères-là sont lesquels? C'est l'article 72 ou 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Ne peut être candidat à l'élection du président de la République que la personne qui remplit les conditions suivantes. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine. Deuxième condition, être âgé de 30 ans au moins. Troisième condition,
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et enfin ne pas se trouver dans l'un ou l'autre cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient maintenant de souligner que ma position vient apporter une condition supplémentaire, c'est-à-dire un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la fonction présidentielle aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette proposition? Il est important de relever que ce critère-là vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle du président de la République et à préserver la fierté d'être Congolais, dirigé par les Congolais et pas par des étrangers. Voilà. Dans beaucoup de pays, comme les États-Unis d'Amérique par exemple, on reconnaît le droit du sol. C'est-à-dire que vous êtes né sur le sol américain, vous êtes américain comme Barack Obama, vous avez tous les droits. Mais quand vous venez de l'extérieur, vous arrivez à acquérir la nationalité américaine. Vous pouvez occuper tous les postes dans le pays, sauf le poste de président de la République. C'est le cas, par exemple, de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain qui était très célèbre, très intelligent. Le cas de Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américaine, ou bien aussi de Arnold Schwarzenegger, gouverneur de la Californie. Tous les trois sont des Américains à temps plein, mais ils ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence de la République. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol américain. Cette disposition-là, elle est mise en place pour une justification. La justification, c'est laquelle? C'est de s'assurer que la fonction de chef de l'État n'est occupée que par une personne qui peut être 100% loyale au pays et au peuple de ce pays-là. Pas d'ingérence à l'extérieur. Revenons au niveau de la nationalité d'origine. Mais votre proposition pêcherait par rapport à la nationalité d'origine. Et Congolais d'origine, tout celui qui, ses parents se retrouveraient sur les sols congolais depuis 1960. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez être né de pères et de mères congolais, c'est une exclusion que vous faites. Je vais vous dire qu'il y a des particularités de la RDC. Les particularités sont celles-ci. Depuis les 20 dernières années, le Congo a été envahi par des pays voisins. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés sur notre territoire. Il y a des étrangers qui sont venus sur notre territoire, qui ont pris nos filles, nos femmes, qui ont fait des enfants avec, de façon stratégique, avec l'idée que dans 30 ans, à partir de la naissance de cet enfant, il est congolais, il est éligible à être candidat à la présidence de la République. Vous vous imaginez si demain, nous avons un enfant né d'un Tutsi rwandais qui a épousé une femme congolaise et à 30 ans, il devient président de la République démocratique du Congo. Cet enfant, il est congolais à part entière, comme aux États-Unis. La seule distinction que nous voulons faire, c'est celle-ci. Il peut occuper tous les postes comme tous les Congolais, il n'y a pas de discrimination. Il peut être ministre, il peut être Premier ministre, il peut occuper tous les postes, sauf le poste de président de la République qui doit être réservé aux Congolais de souche, c'est-à-dire 100% Congolais. Qu'est-ce que vous visez dans cette loi? Parce qu'il y a déjà certains compatriotes qui s'élèvent, qui voient l'exclusion de Moïse Katumbi Chapwe qui fait peur. Vous savez, quand je fais... Et en plus, on sent une certaine, selon vos détracteurs, une certaine animosité envers Moïse Katumbi Chapwe. Surtout... Non, il ne faut pas confondre les choses. Quand on fait une proposition de loi, ça n'a rien à voir de personnel. Je ne connais pas qui est le père de Moïse Katumbi, ni sa mère, je ne connais pas. Je ne le connais pas, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Je ne peux pas aller faire une proposition de loi sur une personne que je connais à peine. Je ne connais pas d'où il vient, je ne connais pas ses origines. Moi, je peux attester au peuple congolais mes origines. Je suis né en Ganajika, dans la province de la Lomami. Mon père est originaire de mon territoire, ma mère est originaire de là. Ça, je peux le dire au peuple congolais. Et vous avez été aux États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas acquis la nationalité américaine? Je vous dis bien, je le répète, cette question a été levée parce que les gens ont fabriqué des faux passeports pendant la campagne électorale pour essayer de me disqualifier. Ils ont raté parce que ça a été vérifié, on a trouvé que ce n'était pas vrai. Regardez l'ivoirité par rapport à la congolité, ça crée des sérieux problèmes. Ouattara, aujourd'hui, s'il est là, il a été victime de l'ivoirité. Aujourd'hui, vous voulez encore faire réveiller ces démons-là des divisions. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de cette réalité? Je vous ai posé cette question au début. Je vous répète, je vous dis très bien qu'on ne peut pas concevoir une loi pour un individu ou contre un individu. On conçoit la loi pour que tout le monde qui se trouve dans cette situation soit traité de façon équitable. Et je dis bien tous les Congolais, sans exception, qui sont nés des pères ou des mères congolais, avec l'autre partie venant de l'étranger, seraient affectés par cette loi. Donc ce n'est pas une loi individuelle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ceux qui menacent de faire la guerre, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, ils ont toujours financé la guerre ou bien ils ont fait partie des rébellions.
Le Congo ne doit pas reculer parce qu'il y a des menaces qui viennent de certains individus qui pensent que si vous ne leur donnez pas ce qu'ils demandent, ils vont faire la guerre. Ces individus-là ne sont pas réellement congolais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a certains Congolais qui sont autour du président de la République qui ont la double nationalité? Je répète ceci. Et cette double nationalité, aujourd'hui, lorsque vous tenez compte de cette proposition, ça risque encore de préjudicier certains Congolais qui sont là. Je répète encore ce que je dis tout à l'heure. La loi doit être impersonnelle et ne doit pas être faite en fonction des individus. Mais laissez-moi terminer aussi. Allez-y. Maintenant, en ce qui concerne la double nationalité, je propose au même moment que je fais cette proposition ici d'accès aux fonctions de président de la République, je propose aussi que l'Assemblée nationale et le Sénat revisent la loi sur la nationalité pour que ceux qui sont des Congolais, qui ont eu à acquérir une nationalité étrangère, ne perdent pas la nationalité congolaise. Qu'on revienne au principe où, si vous êtes Congolais, vous restez Congolais pendant toute votre vie. Vous pouvez aller à l'étranger, avoir 15 000 nationalités, ça ne change rien. Quand vous êtes au Congo, nous vous reconnaissons en tant que notre frère, notre sœur, en tant que Congolais. C'est-à-dire vous ne pouvez jamais perdre cette nationalité. Donc, le cas que vous invoquez, je demande aussi que l'Assemblée nationale soit réaliste parce que cette question-là avait été soulevée pendant une des législatures antérieures. Et on avait mis cette question en veilleuse. Je veux qu'on soit responsable. Et voilà, avec ça, vous ne voyez pas que vous allez jeter un discrédit sur le président Félix Tshisekedi. Pourquoi regardez au Bénin. Oui. Au Bénin, le président qui est là, Talon, il était opposant. Il est devenu président de la République. Il y a les élections à ce moment au Bénin. Oui. Et il a initié certaines réformes. Il a exclu d'autres candidats. Il y a 3 candidats au niveau des élections présidentielles. Ce scénario risque aussi de se répéter ici. Et en plus de cela, c'est que le président Félix Tshisekedi, qui a été chanté par tout le monde comme étant un véritable démocrate, avec ça, vous ne sentez pas qu'on risque encore de jeter un discrédit sur le président? Bien au contraire, je pense que les Congolais reconnaîtraient que le président Félix Tshisekedi, si on arrive à adopter cette loi et qu'il la promulgue, il est véritablement nationaliste. Parce qu'il veut que le Congo reste dans les mains des Congolais et que nous puissions affirmer notre souveraineté nationale. Qui vous dit que ceux qui ont de pères et de mères congolais seront loyaux à l'État congolais? Je vous ai donné un exemple. Oui. Ceux qui sont des pères ou des mères congolais, ils ont le sang congolais, le cerveau congolais, le corps congolais. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être loyaux à la RDC. S'ils arrivent à trahir, c'est leur problème, la loi va s'occuper d'eux. Je vous ai dit que chaque pays adopte des principes. Chaque pays adopte des principes ou des critères pour arriver à limiter l'accès à la haute magistrature, pour s'assurer que les personnes qui y arrivent sont des personnes qui sont totalement loyales au pays. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis d'Amérique. Je pense que peut-être que vous étiez trop jeune pour connaître Henry Kissinger. C'était un excellent ministre des Affaires étrangères. Madeleine Albright aussi, Arnold Schwarzenegger, c'était un excellent gouverneur. Mais ces gens-là ont occupé tous les postes possibles aux États-Unis, mais ils ne sont pas autorisés à devenir président de la République pour la simple raison qu'on veut s'assurer qu'à cette fonction-là, qu'on n'a que des gens qui sont totalement loyaux à l'égard de notre pays. Noël Chani, par rapport à cette proposition, qui serait derrière vous? Il y a les gens, d'autres, parce qu'on a suivi, lorsque vous aviez proposé ça, nous avions eu à lire sur le compte Twitter de certains internautes, ils disent, ça serait, ça j'ai bien dit, hein, ça serait Kitenge Yezu et aussi Jama Kabund, pour certainement faire un boulevard au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je voudrais vous dire une chose, que ces personnes n'ont rien à voir avec ça. Nous ne sommes même pas au courant que j'ai proposé. Nous ne sommes même pas au courant, à moins qu'ils lisent les réseaux sociaux. Cette proposition-là, ça montre bien que Noël Chani a un cerveau qui fonctionne. J'ai conçu cette proposition de moi-même, j'ai conçu mon tweet de moi-même et vérifié les heures. L'heure à laquelle j'avais envoyé le tweet, ça doit être très tard la nuit. Et ça, donc, à cette heure-là, je ne suis ni en contact, ni avec l'un ou l'autre que vous avez mentionné. Je voudrais, par exemple, spécifier une chose. Pauvre Jean-Marc Kabund, la dernière fois que je l'ai rencontré, ça fait peut-être 4 ans. La dernière fois que je l'ai rencontré ou parlé avec lui, c'était aux États-Unis, avant que je vienne ici pour les élections présidentielles. J'avais rencontré Jean-Marc Kabund avec Dr Eteni Longondo, ça fait 4 ans. Depuis que je suis venu, je ne lui ai jamais parlé au téléphone et je ne l'ai plus jamais rencontré. Donc, ils n'y sont pour rien. Il ne faut pas mêler des gens à une initiative personnelle. Cet homme-là, c'est un homme intelligent.
qui peut concevoir des idées, qui peut les mettre en public. La motivation, votre motivation, ça serait... Préserver pour mon pays la souveraineté de mon pays. Vous voulez faire des yeux doux au chef de l'État pour que lorsqu'il y aura certaines mises en place au niveau du gouvernement, au niveau j'essaie de comprendre un peu... qu'on vous mette là-bas, que vous soyez peut-être gouverneur de la Banque centrale ou ministre de l'économie. J'essaie de comprendre... Et voilà pourquoi donc cette loi, vous voulez que Noël Tchani se fasse sentir. Je voudrais comprendre le raisonnement des illettrés qui raisonnent de cette façon. Des illettrés? Ce sont des illettrés. En réalité, parce que ça n'a aucun rapport. Non, j'ai bien mesuré le mot avant de le sortir. Je voudrais vous dire ceci. Noël Tchani est très qualifié pour tous ces postes-là. Si le président de la République veut faire appel à moi, ce ne sera pas parce que j'ai fait une proposition de loi. Ce sera parce que je suis très qualifié pour occuper tous les postes qu'on m'attribue. Vous avez vu depuis les 3 dernières semaines. Chaque semaine, on me propose donc un poste nouveau sur les réseaux sociaux. Ils ont mentionné que il y avait ma sécurité renforcée, j'allais être nommé Premier ministre. On a nommé notre Premier ministre. J'ai vu une mouture de gouvernement, on dit que je serai ministre d'État en charge de l'économie, des finances et du budget. Je ne suis pas encore là. On a dit que je serai ministre des Finances ou de l'économie. Donc il y a gouverneur de la Banque centrale. Chaque semaine, les internautes m'attribuent un poste et je pense qu'ils reconnaissent que j'ai une certaine expertise qui peut être utile au pays. Donc si le président de la République faisait appel à moi, ce ne sera pas à cause d'un projet de loi. Le président, il est très inclusif et d'ailleurs, je devrais faire beaucoup d'efforts pour le convaincre à comprendre que cette proposition, elle est salutaire pour la République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi... Mais pas salutaire pour l'Union sacrée. Elle est salutaire pour l'Union sacrée. L'Union sacrée, il y a ensemble qui a 70 députés, ensemble n'acceptera pas que son candidat soit exclu. Et c'est là, ça va créer encore si au sein de l'Union sacrée, les gens sont allés pour des intérêts privés, ils vont s'opposer à ça. Mais s'ils sont allés dans l'Union sacrée, oui, mais pour l'intérêt général, une fois que vous allez proposer, ils ne vous verront pas vous, ils verront certainement peut-être le chef de l'État. Mais je répète que c'est moi le chef de l'État pour rien. Et je voudrais convaincre tout le monde. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y a des gens du groupe de l'ensemble qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec ça. Le groupe d'ensemble? Il y a des gens, individuellement, qui m'ont appelé. Mais nous avions reçu le secrétaire général. Je vous dis bien qu'il y a des gens au niveau individuel qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec ça. Je voudrais faire appel à tous les Congolais, c'est-à-dire les gens du Front commun pour le Congo, de soutenir cette proposition. Elle est salutaire pour notre pays. Les gens de l'Union sacrée, je voudrais les appeler à soutenir cette proposition. Les gens de Ensemble, les gens de l'Amouka, je voudrais faire appel à tous les Congolais à réaliser que si on n'adopte pas ce projet de loi, imaginez un Rwandais qui arrive au Congo, qui épouse une Congolaise, ils ont un enfant aujourd'hui, dans 30 ans, cet enfant se présente aux élections présidentielles, il devient président de la République démocratique du Congo. Sera-t-il loyal à la RDC ou bien au Rwanda et puis à la RDC en même temps? Est-ce que la loyauté dépend d'être père ou mère congolais? Mieux vaut prévenir que guérir. Non. Monsieur Noël Tchani, quand vous êtes président de la République, vous prêtez serment. C'est-à-dire que vous devez, c'est-à-dire servir la nation pour laquelle vous avez prêté serment. Vous pouvez être de père ou de mère. Regardez Barack Obama. Obama, c'est un Kenyan. Vous faites une erreur. C'est un Kenyan. La loi lorsqu'il a été président des États-Unis, il n'a défendu que les intérêts américains. Je voudrais justement que vous puissiez comprendre la différence. Les États-Unis, c'est un France, pays par exemple, mais laissez-moi parler. Oui, allez-y. Je suis en train... Monsieur Obama, il est né dans un pays où il y a ce qu'on appelle la loi du sol. Vous naissez sur le sol américain, vous êtes américain au même titre que tout le monde. Vous avez droit à tout, y inclut la présidence de la République. Notre pays n'a pas la loi du sol. Notre pays a la loi du sang, en d'autres termes. On regarde d'où vous venez. Est-ce que vous avez le sang 100% congolais ou bien 25% congolais et consorts? Ou 50%. Les dispositions que les Américains ont mises en place pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, en éliminant tous les Américains, qui sont tous Américains, mais qui viennent des pays étrangers, tous ces Américains-là ne sont pas accessibles à la fonction, n'ont pas accès à la fonction de président de la République. Je voudrais aussi que nous puissions verrouiller l'accès à la présidence de la RDC pour éviter le risque d'infiltration au sommet de l'État. La France, je vous donne l'exemple. La France, la plupart, c'est-à-dire les 3 derniers présidents, ou les 2, c'est-à-dire il y a Sarkozy, François Hollande, ne sont pas des souches françaises d'origine. Je voudrais vous dire que la France et le Congo n'ont pas eu la même histoire. Le Congo, c'est un pays qui a 9 voisins, dont certains voisins ont eu comme stratégie et des visées d'occupation de la RDC. Dans leur stratégie d'occupation, ils ont raté d'utiliser les armes. Ils peuvent aussi utiliser aujourd'hui
la nationalité, en ayant des gens infiltrés qui sont des enfants nés sur le territoire congolais, avec des femmes congolaises et qui deviennent présidents de la République demain avec l'intention de pouvoir servir donc leur pays. Voilà, espérons que... Et je voudrais proposer aussi une chose. S'il y a des gens qui pensent que je suis fou en proposant cette loi-là, soumettons ce projet de loi au référendum. Je vous assure que le projet de loi sera adopté à plus de 90% c'est normal parce que par les Congolais. Si vous êtes soutenu par le président, il va certainement... donc les référendums passeraient. Il n'y a pas que le président. Je demande bien si je suis soutenu par les Congolais. Le président, c'est un individu parmi les 105 millions de Congolais que nous sommes. Soumettons ce projet de loi au référendum populaire. Je vous assure que ce projet va être adopté à plus de 90%. Espérons que l'Assemblée nationale va devoir adopter votre proposition et aussi ça ne va pas remettre à mal la cohésion au niveau de l'Union sacrée. Vous me permettez de pouvoir faire appel aux députés nationaux et aux sénateurs de soutenir ce projet de loi. C'est salutaire pour la République. Merci beaucoup, M. Noël Tchani, surtout de votre passage. La promptitude avec laquelle vous avez répondu. Tout à l'heure, nous allons recevoir alors un autre analyste politique. Lui, c'est Jules Bakatou. Avec lui, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Samalou Kondé quand on sait très bien que le secrétaire général, Augustin Kabouya, a rassuré, a rappelé aux différents militants de son parti que le chef de l'État a refusé de signer parce qu'il n'y a pas eu la représentativité de la femme. C'est tout de suite. Voilà, Junior, donc voit aussi, vous arrangez là, c'est Bakatushipa. Voilà, Monsieur Bakatushipa Jules, bienvenue. Merci. Voilà, on va parler de Samalou Kondé, mais bien avant qu'on parle de Samalou Kondé, il y a cette affaire hein, de la Senko, pas seulement de la Senko, même de l'ECC, de certaines organisations qui demandent à la tenue des élections en 2023. Merci beaucoup, Jean-David, pour l'invitation. Je crois que l'heure est venue où les Congolais doivent se mettre debout, défendre la partie et les intérêts de la République. Fort malheureusement, nous constatons que parmi les Congolais, il y a ceux qui ne veulent pas qu'il y ait réellement les changements dans ce pays. Vous voyez, quand on parle de l'organisation des élections, la Constitution est claire. C'est la CENI qui organise les élections et ce n'est pas les chefs de l'État. Je n'ai pas compris personnellement pourquoi la sortie médiatique de la Senko pour dire qu'il n'y ait pas glissement en 2023. Or, en son temps, les députés avaient sorti un candidat, Ronsard Malonda. N'est-ce pas? C'est la Senko qui a refusé Ronsard Malonda. Mais avant cela, on avait tous appris qu'il y avait des candidats qui avaient été débarqués parce que leur origine coïncidait avec celle du chef de l'État. Et là, c'est la Senko. Pas plus longtemps qu'en 2011, on nous a laissé entendre que les résultats des élections n'étaient ni conformes à la vérité, ni à la justice. C'est encore la Senko. Qu'est-ce que la Senko est en train de s'aimer dans les têtes des Congolais?
la division, la haine, la méfiance ou comment. Or, pendant le temps qui court, notre pays vient de beaucoup de crises. Et ce sont nos pères spirituels. Au lieu de travailler par rapport à la cohésion nationale et par rapport au sentiment patriotique, parce que nous devons tous comprendre qu'il n'y a que le Congo qui est notre patrie. Mais aujourd'hui, il se réveille encore pour dire au chef de l'État de ne pas glisser en 2023 s'il n'y a pas organisation des élections. Mais c'est un rappel, non? C'est un rappel. On ne refuse pas. Si la CENCO a rappelé, il y a aussi la communauté internationale, la France, les États-Unis d'Amérique. Chaque fois, lorsqu'Amer a été reçu par les officiels congolais, Amer a été reçu par le président Mbosso, par le président du Sénat, il a rappelé la nécessité d'organiser les élections en 2023. Oui, mais qui organise les élections? C'est ça la question. Ce n'est pas seulement la CENI, c'est les concours de tous. Non, il y a la CENI, il y a les politiques, il y en a beaucoup. Non, écoutez, c'est la CENI, selon notre constitution, qui est habilitée. Pas seulement à la CENI. Qui organise les élections en RDC. Oui, mais pas seulement à la CENI. Parce que la CENI seule ne pourra pas organiser la CENI... toutes les élections. Ça demande le moyen. Le moyen qui va débloquer le moyen, c'est le gouvernement. Ouais. Effectivement, le gouvernement, il faut qu'il y ait des régies financières et tout ça. Alors, lorsque vous incombez la question à la CENI, c'est trop facile de le dire. Ok, vous parlez bien de moyens, mais les moyens sur base de quoi? Il faut que la CENI sorte son budget qu'il va soumettre au gouvernement pour dire non, par rapport à l'organisation des élections, il faut autant d'argent. Mais si la CENI n'est pas là, qui va donner ou bien sortir les budgets par rapport à l'organisation des élections? On a tous vu Nanga. Quand il n'y avait pas d'argent, il disait non, non, faute de moyens, si on me donne l'argent, je vais organiser les élections dans les temps. Et quand il a eu l'argent, il a donné le temps. Il a dit à cette période, on aura des élections. Et on a eu des élections. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si les élections ne sont pas organisées en 2023, ça va entacher le mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous intervenons. Pour dire que en RDC, d'abord, c'est la CENI. Le débat qui devait être mis sur la table, c'était le débat en rapport avec l'installation du nouveau bureau de la CENI. Vous voyez? Or, le dossier Malonda a été boycotté par le prêtre. Les gens ont marché ici, il y a même le sang du Congolais qui a coulé. Mais on ne nous a pas dit pourquoi ils ont refusé Malonda. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils disent qu'on organise les élections, alors que hier, ils avaient refusé celui qui devait diriger la CENI. Voilà pourquoi nous nous disons ceci. La CENI a son rôle à jouer. Mais il faudrait mettre en place les bureaux de la CENI. Et je profitais de cette occasion pour parler de notre compatriote qui est peut-être connu ou peut-être pas très connu, de Paul Sapou. Je me rappelle, depuis qu'on a commencé le processus des élections, il y avait des voix qui s'élevaient à partir de l'extérieur. Mais vous avez un certain Paul Sapou qui a de l'expérience en matière électorale. Pourquoi ne pas faire de cet homme le président de la CENI? On a souffert avec Abe Malumalu, on a souffert avec Ngoï Mulunda, avec Corneille Nanga. Bon, peut-être parce que le candidat de l'opposition est sorti président. Mais imaginez-vous, si c'était Chadari qui était sorti président, quelles seraient les conséquences? Alors, on ne voudrait pas qu'on tombe tout le temps dans les conflits post-électoraux parce que ça dérange la crédibilité de notre pays. Mais c'est ce que le président Mbosso est en train de faire, est en train de réunir les confessions religieuses pour qu'ils se choisissent des animateurs pour la CENI. Après la sortie médiatique de la CENCO. Oui. Or, la CENCO devait attendre qu'on mette en place les bureaux de la CENI pour mettre la pression. Mais ce que la CENCO est en train de faire, cela relève de sa mission, de pouvoir alerter lorsqu'il y a un ça ne va pas. Non, peut-être que des fois la communication désoriente aussi le peuple. La mission de la... D'abord, ce n'est pas la CENCO qui sort le candidat président, elle est dans la confession, dans la sous-composante de la société civile qu'on appelle confession religieuse. Donc la CENCO peut amener son candidat et les autres confessions religieuses peuvent aussi amener leur candidat. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que la CENCO qui essaie de prendre un peu le devant et le dessus. Or... Il n'y a pas que la CENCO. La fois dernière, il y a aussi les CC.
Mais le CC a emboîté juste les pas. Ce n'est pas le CC qui a commencé, c'est la Senko qui a commencé. C'est là où je me dis... Qu'est-ce qui gêne, selon vous? Non, ce qui gêne, c'est quoi? Il ne faut pas... Il ne fallait pas que la Senko lance ses cris d'alarme? Mais pourquoi lancer les cris d'alarme alors que la Senko est le responsable dans le retard que nous connaissons aujourd'hui? Imaginez-vous, si en son temps, Malonda était maintenu comme président de la CENI, on aurait eu déjà un président, le bureau définitif de la CENI qui remplacerait le bureau de Corneille Nangaa. Et le processus peut-être pouvait déjà commencer quelque part. Imaginez-vous, si jusqu'en 2023, il n'y a pas le bureau de la CENI, à qui sera la faute? Parce que ce n'est pas le président qui propose le président de la CENI. Non, ce n'est pas le président. Ce n'est même pas Mbosso. Ce sont les confessions religieuses réunies. Voilà pourquoi, comme la page Malonda est tournée, je me dis maintenant, il faut qu'on fasse des choses en toute responsabilité et que les confessions religieuses ne puissent pas perdre le temps, qu'elles se réunissent rapidement pour nous sortir un candidat qui va diriger la CENI. Mais vous demandez à ce que ces confessions se réunissent, mais vous demandez aussi qu'il y ait des réformes. Vous ne voyez pas que c'est aller vite en besogne. Parce qu'il y a d'abord les réformes. Allez-y d'abord aux réformes. Une fois que les réformes seront envisagées, puis entamées, et puis ça sera fini, on pourra maintenant voir la désignation des animateurs. Voilà. Vous comprenez que nous sommes en face d'une certaine réalité. Quand ils ont refusé Malonda, ils ont dit, non, voilà, d'abord les réformes. Malonda, bon, il y a eu des corruptions, il est du FCC, c'est lui qui a été à la base de la tricherie, tout et tout. C'est tout ce que la Senko nous a fait entendre. Mais nous avons la justice. Celui qui se sent lésé saisit la justice. Mais aucun dossier n'a été ouvert contre les corrupteurs et contre les corrompus. Et ça nous a créé un retard. Et tout ça, c'est pendant le mandat de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Mais en son temps, ils ne pouvaient jamais refuser un président de la CENI. Ils ont accepté tous ceux qui ont précédé Malonda. Voilà pourquoi je dis, pour ne plus perdre le temps, nous avons un certain Paul Sapou qui a l'expertise, qui a l'expérience, qui est connu depuis les années 90, qui a toujours défendu les élections en RDC. Et même pour les réformes... Est-ce qu'il a déjà dirigé ici en RDC dans une institution qui parle des élections? Oui, oui, c'est le président de la Ligue des électeurs. Donc il ne parle depuis belle lurette que des élections dans ce pays. Et il a aussi assisté à beaucoup de missions d'observation des élections partout ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays à travers le monde. C'est-à-dire qu'il a un parcours avec une expérience qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui vient pour apprendre. Et comme vous parlez de réformes, c'est vrai, c'est quelqu'un qui peut aussi être utile pour ces réformes dont on parle aujourd'hui. Comment? Lui, il attend qu'il soit convoqué ou qu'il soit invité au lieu que lui se lance aussi. Non, moi personnellement, il ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus, mais je préfère qu'il puisse, comme la Constitution reconnaît, la loi de notre pays reconnaît que les confessions religieuses nous sortent les candidats, qu'il dépose sa candidature. Et on verra à partir de là, pour ne pas tergiverser, qu'on puisse peut-être lui donner la chance. C'est votre point de vue, d'autant oui, plus bien que sûr. Peut-être vous n'êtes même pas parmi ceux qui vont élire, prendre... voilà pourquoi je parle. Voilà. C'est pour que ceux qui vont élire comprennent que non, on n'a pas de temps à perdre, qu'on voit les hommes compétents par rapport à leur expérience, par rapport à leur expertise, et qui peut faire avancer les choses pour qu'on ne se perde plus dans le temps. Parce que 2023, déjà, profile à l'horizon. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait des apprentis qui viennent apprendre la matière électorale au sommet de la CENI. Non, qu'on prenne quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vite nous mener dans ces combats et que les députés, à ce qui les concerne, qu'ils mettent aussi les batteries en marche pour les réformes dont nous avons besoin par rapport à la loi électorale. Voilà, par rapport à la loi électorale 2023 proche, mais jusque-là, on continue encore à attendre la sortie du gouvernement. Samalou Koundé, ça fait pratiquement 46 jours que Samalou Koundé a été nommé, rien n'a été fait. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le Premier ministre qui est là, il n'a fait que 4 jours, le gouvernement est sorti. Bon, vous savez, il ne faut pas comparer la Côte d'Ivoire avec la RDC. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'on ne compare pas les deux pays? Bon. Ce sont tous des pays africains. Bien sûr, mais en Côte d'Ivoire, vous avez appris ce qui s'est passé après les élections.
après les élections en Côte d'Ivoire, il y a eu une sorte de conflit post-électoral qui a fait que Alassane Ouattara s'impose, il s'est imposé par force au pouvoir. Or, dans notre pays, Félix ne s'est pas imposé. Et il se retrouvait dans une situation telle que, sans coalition, on ne peut pas mettre en place un gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement chez nous est investi par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ça demande à ce qu'il y ait harmonisation de vues des uns et des autres pour permettre à ce que... Et cette fois-ci, ce n'est pas le FCC qui bloque, ce n'est pas non plus Katumbi qui bloque. Maintenant, la raison, on parle maintenant de la représentativité des femmes. Vous ne voyez pas qu'avec ça, il n'y a que des excuses. Ça ne pourra pas faire assez que le président puisse réaliser ce qu'il a promis au peuple congolais. Non, vous savez, lui-même le Premier ministre, il a dit qu'on ne doit pas confondre l'urgence et la précipitation. Mais alors qu'ailleurs, ça se fait vite, 4 jours, vous avez le gouvernement. Ici, ça fait 46 jours. Non, mais parce qu'ici, il faut négocier avec le parti politique ou mais les plateformes. Mais comment négocier alors qu'il n'y a plus de contraintes? Non, mais c'est eux qui doivent... Au départ, des contraintes étaient... la répartition au niveau de FCC Cash. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Vous avez tous l'obligation de conjuguer un seul verbe. Oui, ce n'est pas parce qu'on est dans l'union sacrée qu'on doit marcher sur la Constitution. Oui. Parce que la Constitution nous parle de la représentativité de femmes. Comprenez que c'est pendant le mois de femmes. Est-ce que pendant tout ce temps, lui, il a été nommé depuis, ça fait pratiquement 45-46 jours, pourquoi ils n'ont pas tenu compte de cette représentativité seulement aujourd'hui? Voilà pourquoi, si moi je fais mes analyses. Ce n'est pas une des raisons qui fait tirer les choses en longueur pour qu'on se retrouve dans la situation qu'a vécu Vital Kamerhe. Non, moi je disais ceci. Si tout dépendait de moi, c'est au Premier ministre de se choisir les hommes ou les femmes qui vont composer son équipe. Ce n'est pas au parti de lui proposer les noms. Lui-même devait se choisir les noms qu'il devait proposer au chef de l'État. Il regarde par exemple au sein de l'ensemble de Moïse Katumbi, il dit bon, je connais tel autre par rapport à son CV, il peut être utile pour servir la République. Et il prend ces noms-là, il propose au chef de l'État. Mais dans leur, je dirais, cuisine, ils ont demandé aux partis et regroupements de proposer les candidats. C'est là où ça bloque un tout petit peu. Parce qu'au niveau du parti, vous avez appris au sein de AFDC Allié comment les gens tirent là-bas, Steve Mbekaï avec Modeste Bahati. En tout cas, ça ne s'accorde presque pas. C'est là où je dis que donner la responsabilité aux partis politiques de proposer les noms, moi je dis que c'est à tort. Or, nous connaissons les partis et les regroupements qui composent l'Union sacrée de la République. Et le Premier ministre a reçu tous les partis et regroupements. Alors, au sein de ce parti, il y a des gens qu'il connaît personnellement, ou soit demander à ceux qui veulent postuler qu'ils viennent avec leur candidature, bien entendu, et avec leur CV. Et lui devait se mettre au travail pour aller les CV des uns des autres. Et ceux-là qui le retient, individuellement, il les invite, parce qu'il sait déjà que par rapport au quota, il y aura autant pour l'IDPS, il y aura autant pour le PPRD, il y aura autant pour d'autres partis politiques. Maintenant, il commence à inviter individuellement. Outre cette affaire de représentativité des femmes, ce n'est pas aussi une affaire de gourmandise ou de gloutonnerie de certains partis politiques. Regardez, par exemple, l'UDPS n'a que 32 députés, mais l'UDPS a 8 ministères. Bon, sur base de quoi l'UDPS a 8 ministères, sachant, s'il faut aller au niveau de la répartition, 8 députés égale un ministère. Alors, s'il faut calculer, l'UDPS aurait dû peut-être avoir 5 ministères. Non, Jean-David, parler de représentativité aussi, moi je trouve que ce n'est pas trop commode par rapport à la réalité politique du moment. Vous voyez, c'est vrai, il faut une coalition pour que le programme du gouvernement soit adopté par le député. Mais les députés doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer les jeux des ennemis de la RDC. Parce que le pays doit marcher. Or, on a besoin de voir des hommes capables à des endroits où on les attend de plus.
Comprenez que nous sommes pendant une période où nous traversons la crise due à la pandémie. Entre-temps, lorsque vous êtes en train de parler, voilà, vous allez continuer. Junior Kavundama, lorsqu'il est en train de nous suivre, il y a l'élément sur le gouvernement qui est passé dans les JT 13h. C'est-à-dire que le gouvernement Sama, qu'est-ce qui bloque? Il va nous balancer, c'est avec cet élément qu'on va terminer. Oui, vous êtes en train de parler, la crise pandémique coronavirus. Oui, voilà pourquoi nous disons ceci. Ceux qui vont aller au gouvernement, ils doivent s'attendre à certaines réalités, notamment la réduction de leur train de vie, qui ne croient pas qu'ils vont là-bas pour préparer les élections 2023. Et s'ils se mettent en tête que nous allons chercher de l'argent pour nous protéger et nous projeter en 2023, c'est à tort. Parce que je crains et je refuse que quand on mettra la main sur les uns les autres à cause de leur mégestion, qu'ils commencent à crier pour dire que nous sommes des prisonniers politiques. Là, non. C'est ça les moments où nous avons besoin des hommes responsables qui comprennent réellement que le pays traverse une crise et ils vont là-bas pour servir, pas pour se servir. Voilà, Junior, si tu es prêt, comme ça, on nous balance cet élément, on suit, et puis on revient, on commente juste quelques minutes, et puis nous allons nous séparer par là. Merci. Ce n'est ni les FCC, encore moins Moïse Katumbi Chapoué, qui bloquerait la sortie du gouvernement Samalou Kondé. À en croire le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, devant les militants. Il a évoqué différentes raisons qui bloquent la sortie du gouvernement Samalou Kondé, parmi lesquelles la non-représentativité de la femme. Malgré l'union sacrée et en dépit des lois et des engagements pris par la République démocratique du Congo, les femmes restent très minoritaires au poste à responsabilité. La décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas signer l'ordonnance nommant le gouvernement Samalou Kondé au motif qu'il y a une faible représentativité des femmes, pourrait-elle garantir une meilleure représentation des femmes dans le nouveau paysage congolais? La question reste posée. Tenez, en République démocratique du Congo comme ailleurs dans le monde, les femmes représentent environ 52% de la population. Pourtant, au niveau institutionnel, elles sont extrêmement minoritaires. L'Assemblée nationale congolaise ne compte qu'environ 12% d'élus femmes et les assemblées provinciales entre 10 et 12%. Et dans son rapport de janvier 2020, l'Union interparlementaire, une organisation mondiale des parlements nationaux, classe la République démocratique du Congo à la 104e place sur 182 pays, avec 17% des femmes au gouvernement, et à la 150e place sur 189, avec 12% à l'Assemblée nationale et 20% au Sénat. Des ministères clés comme les affaires étrangères, le plan, le travail, l'économie ou le vice-ministère des mines avaient été confiés à des femmes dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et puis, pendant plusieurs mois, c'était une femme, Janine Mabunda, qui a présidé l'Assemblée nationale. La sous-représentation féminine en politique en RDC n'est pas moins un problème structurel. Il faut espérer que le prochain gouvernement maintienne cette dynamique en ayant des portefeuilles stratégiques dirigés par des femmes, mais aussi qu'il évolue dans le sens des prescriptions de la Constitution et des engagements régionaux et internationaux de la République démocratique du Congo pour atteindre la parité. Avec la loi sur la parité de 2015, la révision de la loi électorale en 2017 et l'article 14 de la Constitution congolaise, les contraintes légales sont importantes pour garantir l'égalité des traitements entre les hommes et les femmes, mais d'autres éléments entrent en compte. Voilà pour terminer. Monsieur Gilles, vous venez de suivre cette réflexion. Votre dernier mot. Oui, merci. Je dirais que la représentativité, elle est constitutionnelle. Alors si le président, en tant que le garant de notre constitution, trouve que la femme n'est pas vraiment représentée au sein de ce gouvernement, il doit demander aux politiciens qui ont proposé le nom de choisir les femmes. Il y a des femmes dans leur parti et dans les regroupements. Pourquoi ne pas proposer le nom des femmes aussi? Il faut cette fois-ci qu'on arrive à 30% de femmes selon la constitution au sein du gouvernement. Merci beaucoup. 30% des femmes. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à New York et 19h ici. Restez branchés sur nos antennes. Surtout, ne zappez surtout pas.